Chacun connaît, on peut connaître assez facilement via Internet et sa propre expérience personnelle. L'augmentation significative du nombre de séparations et divorces. Un mariage sur 3 en France. Mais les États-Unis, qui est un pays largement plus avancé, et New York en particulier, c'est le film Woody Allen, hein, entre autres. C'est 1 sur 2. De cette petite donnée démographique, bon, c'est relativement incontestable, hein, pour différentes raisons incontestables. Il me semble que la question n'est pas tant la recrudescence, l'importance en tout cas de déstabilisation et rupture, que la raison de la chose. Les raisons de la chose. Pourquoi les gens divorcent? Pourquoi il y a séparation? C'est complexe pour différentes raisons, parce qu'il y a des gens il y a des couples qui se séparent bien avant de se séparer. N'est-ce pas? Presque toujours. On ne va pas parler de nous, mais on pourrait. En tout cas, des amis. Hein, c'est plus supportable. Il y a des mecs en particulier, bon, il y a plein d'études là-dessus, des mecs en particulier qui s'occupent très bien des enfants, ce qu'il est refusé de faire, s'occupent, très bien des enfants après le divorce. Et non seulement parce que les enfants sont des enjeux, et ne dites pas qu'ils ne devraient pas être des enjeux, parce que là, c'est pour tomber dans la morale. Les enfants ne peuvent être que des enjeux entre les deux ex-conjoints. Aussi pour des raisons que la psychanalyse explique très bien. En commençant par un titre de film, Je t'aime, moi non plus. Très bien, très simple. C'est une version rapide de certains points que la psychanalyse peut nous apprendre. C'est une relation impossible à mettre au clair. On peut l'éclaircir, la relation entre deux, entre 3 et 4. On peut l'éclaircir, la mettre au clair, me semblerait relever de la gageure ou de la projection. On peut éclaircir un peu. Dis-moi pourquoi tu m'aimes, c'est le plus souvent une question à éviter, à moins d'aimer le risque d'une réponse. Je t'aime beaucoup, tu me rappelles quelqu'un. J'invente pas. Bon, ça peut être dit de façon un peu plus édulcorée. L'amour est chez nous, à Occident, depuis le 18e et surtout le 19e siècle, c'est une passion de référence. Oui, passion de référence. On ne se mariait pas, ou on ne se mettait pas ensemble, selon, à cause de l'amour. L'amour venait de surcroît. Mais on se mariait pour d'autres raisons. À ton âge, à 30 ans, tu n'as pas encore d'enfants, qu'est-ce que vont penser les gens, qu'est-ce que tu fais quand tu sors le soir. Il faut s'établir, ou bien pour des raisons plus consistantes encore, transmission de patrimoine, fabrication de filiation, etc. Bon. 18e, bon, les gens se mariaient aussi par amour avant, hein, depuis Adam et Ève. Hein? Enfin, depuis Ève et Adam, hein, plutôt. Se mariaient par amour aussi. À partir du 18e et 19e définitivement, l'amour devient une passion de référence, c'est-à-dire la raison pour laquelle il faut se marier.
de façon massive, généralisée, c'est-à-dire pas que dans certaines couches sociales. Et l'amour apparaît comme ce qu'il faut ressentir envers quelqu'un pour vivre avec, faire des enfants, etc. Auparavant, c'était statistiquement pas indispensable. Oui, nous avons 30 ans de différence, disaient les vieux argentés, à qui la famille pauvre donnait son... Tu m'aimeras plus tard. Hein? Ça, c'est... Il y a plein de trucs à lire là-dessus, très intéressant. Parfois, ça venait, hein? Ça venait. Ça peut venir, en tout cas. Et parfois, pas du tout. L'amour comme passion de référence, formidable. Hein? En langage familier, ça va jusqu'à la formule bien connue, je vous présente ma chère moitié. Hein? Ma chère moitié, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est très importante, ou important selon, mais dans la seule valeur, c'est d'être, la valeur principale en tout cas, c'est d'être ma moitié. Ce qui dépasse, oui, c'est ma chère moitié, ce qui dépasse pour être raboté éventuellement. J'aurais jamais pensé ça de toi, hein? C'est ça la valeur. T'as vu ce que tu as fait? J'aurais jamais dit ça de toi. J'aurais jamais pensé que tu étais capable de... C'est sûr, c'est là. Passion géniale, comme nous savons, enivrante. On peut lâcher bien des choses du monde social, comme on dit vulgairement, pour cette passion. En tout cas, c'est la raison pour résister à tout un tas de pressions. Freud dit quelque part, je suis plus... on peut... Oui, c'est vrai. Et on peut parfaitement vivre sans amour. 80% de l'humanité. On peut parfaitement vivre sans amour, mais rien ne le remplace. Il était pas mal, les vieux. Hein? Non, un peu sexiste, ce débat. Pardon? Non, c'est pas un défaut, mais... Non, j'ai parlé de lui. Oui, pardon. Non, chez nous, c'est une vertu. Bon, mais par là même, c'est une des raisons que j'ai trouvées, en tout cas, une des raisons pour expliquer l'importance des séparations et des divorces. C'est la faute à l'amour. C'est une série à la télé en été, vous voyez? Les dégâts de l'amour. C'est une idée tout à fait intéressante. Tant que ça dure, c'est très bien. Mais après, l'amour, c'est psychanalyse encore, je parle de sociologie, l'amour explique, enfin l'amour devenu haine, arrive, explique les déchirures mortelles que le ex-conjoint marié à la vie et à la mort se voue pour la mort. Et l'amour est une des causes, semble-t-il, une des raisons, une des raisons des séparations et des divorces. Pourquoi c'est de même que la mort niche dans la vie, est produite par la vie. Et les divorces et les séparations sont à l'œuvre dans l'amour et ces équivoques sans lesquels c'est insoutenable. Oui, mais ça il faut le dire. Ce que vous lisez très probablement. La haine est produite par l'amour. Pardon? On peut dire la haine est produite par l'amour. C'est son verso. En parlant des séparations, là j'ai pris le plus simple pour moi. Les séparations formelles. Je me tire, je pars avec mes disques, etc. Mais ça, il faudrait parler, ça c'est plutôt presque le divorce. Il faut parler aussi, il faut tenir compte aussi des divorces de fait, des séparations, depuis, ils sont ensemble. Hein? Mais les séparations ne prennent pas forcément le chemin du tribunal. Donc les séparations sont consommées, ça arrive beaucoup, hein.
sont consommées depuis belle lurette dans l'histoire d'un couple et d'une famille. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire de l'argumentation significative des ruptures de divorce? Deux choses, au moins deux. Je dirais ce que j'en connais, lu, pratiqué, vécu. Point de vue psychique, c'est le rafistolage que nous appelons couramment la pérennisation d'un couple. Le rafistolage incessant, le rafistolage incessant de ces ruptures. Les ruptures n'ont pas allé jusqu'au tribunal. C'est une partie de la vie d'un couple. Avec mon mari, dit madame, ça fait 52 ans qu'elle est ensemble. C'est vrai, c'est bien, ou c'est pas bien, je sais pas. C'est bien, mais ça veut pas, ils ne sont pas ensemble comme ils étaient la première fois, pour les premiers temps. Ils sont rompus plusieurs fois. Il ne l'a pas quitté. Il est très traditionnaliste. Resté à la maison, il n'a pas quitté, et il n'a même pas connu d'autres femmes. Mais ils sont rompus plusieurs fois. Ils sont séparés plusieurs fois. Ils sont séparés plusieurs fois. C'est-à-dire de quoi calmer, hein? De quoi pacifier notre désolation éventuelle devant le fait que rupture et séparation connaissent une augmentation sidérale. Non. Ils sont plus connus que par le passé. Mais il y a plein de séparations de fait, sinon de trois. Et de l'augmentation du nombre de divorces ou de séparations, soit on déduit plus le mariage pour tous, on déduit le dépérissement du mariage comme institution, comme pratique, ce qui est guère montré par les chiffres disponibles. Sinon, il n'y aurait pas de famille recomposée. Et des divorces et séparations, ce qu'on peut dire aussi, c'est que ça a un rapport avec une augmentation de nos exigences à l'égard du mariage. Là où nos parents, nous-mêmes éventuellement, là où nos parents se mariaient pour la vie, quand on a signé, on a signé, et à chacun sa croix, afin d'autres formulations. Là où nos aînés se mariaient pour la vie, une partie parmi nous se marie aussi pour la vie, tant qu'elle est vivable. Ça fait une petite différence importante. Irène Théry, qui est une sociologue à lire, sociologue de droit, s'occupe de la famille, très très intéressante, explique que ce qui est compliqué avec le divorce, c'est pas tant que les gens divorcent, mais nos croyances dans le fait qu'on se marie pour la vie. Ceci supposerait qu'il y en a une seule vie, ce qui n'est pas le cas. Pour différentes raisons. Bon, sinon on termine dans des métaphores du genre les enfants du divorce. Dans le milieu catholique, on parle beaucoup des enfants du divorce, qui se compare toujours aux enfants, à une autre formule comparable, les enfants de l'immigration. Les enfants issus de l'immigration. Dans les journaux, sérieux même, Le Monde, pour parler de jeunes de la banlieue nord de Paris, qui sont à peu près les mêmes que ceux de la banlieue nord de Marseille. Ils disent des jeunes issus de l'immigration. C'est un peu comme les familles recomposées. Un jeune est toujours issu de l'immigration, si vous prenez la formule à la lettre. De l'immigration internationale
ou de l'immigration nationale, ou de mélange de population. L'intéressant de parler des enfants de divorce, c'est parce qu'il y aurait une typologie, une structure psychique en particulier qui serait spécifique des enfants des parents divorcés. Jadis, on disait, aujourd'hui, bon, je l'entends bien moins parce que c'est devenu explicitement taré comme formule, des ados qui se piquent, ou qui piquent des autoradios, des ados qui se piquent, on dit, ben, c'est normal, il n'a pas connu le père. Vous comprenez cette formule, à ne pas partager. Il n'y a rien à comprendre. Vous comprenez, il n'a pas eu son père. Et alors? Il paraît que le papa d'Arsène Lupin était aussi de la confrérie, et, enfin des voleurs. Il n'a pas connu son père, je ne sais pas, très, très bizarre. Et ça supposerait, une fois encore, indémontrable, que les enfants nés de parents divorcés auraient des caractéristiques de préférence maladive dures, à la différence des autres enfants qui sont les nôtres, au cas où, qui sont plus normaux. Bon, j'ai cité hier que dans Saint-Pépé et compagnie reçoivent surtout des enfants des couples non séparés. Je veux dire que le divorce, c'est pas rien. Le divorce, évidemment, c'est pas rien. Et le divorce, c'est pas tout. Ce n'est pas rien. Ça serait sous-estimer un événement important dans la vie de chacun et la vie des autres, mais en même temps, ce n'est pas tout. En même temps, ce n'est pas tout. Ça a à voir avec la thématique générale de la séparation. La thématique générale de la séparation, naître, en latin, séparare. C'est la femme qui accouche, qui fait naître un bébé, le bébé se sépare d'elle, il va mieux. Pour différentes raisons. Physiologique très explicitement. Je veux dire que cet enfant a vécu des séparations douloureuses. Oui, peut-être. Mais la séparation est la structure des humains. Une des structures des humains. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait cet enfant toujours dans mes jupes, dit la dame. C'est compliqué hein, quand il n'est pas séparé. De façon très partielle, j'essaie d'amener l'idée que la séparation n'est pas un mal en soi, n'est pas un inconvénient. Parce que la vie en commun n'est pas un bienfait automatique. Au moins pour ça. Et se séparer de papa et maman, y compris sur la forme de la révolte ou mini-révolte adolescente, c'est la condition sine qua non. Emmerdante, d'accord, insupportable, d'accord. Mais sa condition, c'est quoi non pour grandir un peu, se séparer des parents. Je suis en train de chanter, disons, mal. De chanter le mérite de la séparation. Des séparations. En tout cas, pour divorcer, si je peux dire, divorcer des termes comme séparation, éloignement, etc., de adjectifs comme insalubre, toxique, méchant. Il arrive très très souvent, mais les psy ici présents savent ça largement mieux que moi, que quand les parents se soucient des souffrances que les enfants pourraient endurer du fait de leur séparation, c'est d'eux fondamentalement qui parlent. Oui, éventuellement des enfants, mais en second. Éventuellement de la difficulté, c'est pareil. De ce point de vue, les enfants sont de faire valoir.